Là, il est 11h50. Il est midi moins 10. Ça vous va si on se laisse jusqu'à midi 45? Ouais. Bah, je sais pas qui a des questions à poser ou une intervention, pas forcément une question d'ailleurs. Bah, tu prends les questions, non? Oui, vas-y. On va prendre plusieurs questions, puis après tu... Oui, moi j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport au rôle des États-Unis. C'est vrai que par rapport à la politique étrangère, effectivement, enfin, la question qu'on se pose souvent, c'est en fait, c'est vrai qu'on a tendance à dire un sentiment d'impunité de l'État d'Israël, mais en termes de politique étrangère, ma question c'est pourquoi on laisse faire en fait. Évidemment, quand tu parles des Britanniques, d'un intérêt en fait local, etc. Mais je me dis, à la limite, si on se pose d'un point de vue mesquin et de l'époque, compréhensible d'un point de vue britannique, mais pourquoi encore maintenant il n'y a pas d'intérêt à pacifier tout ça et puisque les puissances occidentales peuvent le faire, justement la question. Est-ce qu'il y a un début de réponse en fait voilà, quel est l'intérêt en fait de ne pas mettre la pression pour que ça change, puisque les puissances occidentales peuvent parfaitement le faire. C'est vraiment, je crois, le grand fan. C'est vraiment la grosse question. Je ne sais pas s'il y a une réponse là-dessus. Mais... Il y avait Arven. Ouais, ça va un peu dans le même sens. C'est le lien avec le contexte international aujourd'hui et le fait que, en apparence au moins, on peut se dire que le fait d'essayer de résoudre ce conflit-là qui est vieux de X et X années, etc., ça pourrait aider quand même à stabiliser une situation que les Occidentaux considèrent comme extrêmement dangereuse, en plus qu'il y a des répercussions en Europe, etc. Et donc, quelles sont les interactions en fait de ce truc-là? Et puis juste une deuxième question, c'est sur la grève de 1936. En fait, ce que je voulais savoir, parce que ce que j'ai compris que tu as expliqué, c'est que il y avait toutes les expulsions massives, etc. Mais en même temps, quand tu dis les milices sionistes, elles ont choisi le camp impérialiste dans l'affaire. Les expulsions, elles étaient organisées par qui, et les revendications de la grève, c'était quoi, etc. Voilà. Je peux compléter ma question. Il y a juste Cécile et après je t'en reviens. Ouais, moi j'aurais aimé sur la période qu'on connaît la moins bien, disons jusqu'à avant 47, si tu pouvais développer sur la montée du mouvement pour l'installation du foyer juif, c'est une chose, mais je pense qu'elle s'appuie aussi, cette montée-là, sur l'échec du mouvement ouvrier occidental avec la crise de 29, etc. Et que c'est important de le situer, ne serait-ce que pour que les camarades de l'UJFP, ça fait aussi partie de d'un bagage à mon avis qu'il faut avoir, ça c'est une chose. Et c'est pas que je veuille appuyer sur le côté religieux des choses, bien au contraire, mais je pense que le fait que la Grande-Bretagne ou les États-Unis soient un soutien aussi inconditionnel à Israël, ça a quand même à voir avec leur côté anglican et protestants et je ne sais pas trop quoi, enfin les mouvements radicaux, comment ils appellent, c'est pas les chrétiens, les chrétiens évangélistes et autres. Et voilà, il faut quand même en dire un mot parce qu'aux États-Unis, en tout cas, ils sont très organisés et ils soutiennent aujourd'hui très activement Israël. Donc ça n'a rien à voir, enfin, c'est deux questions différentes. Iger et Olivia, et je propose qu'après tu fasses des premières réponses. Juste pour compléter ma question par rapport au fait de pacifier et puis de mettre la pression, puisqu'on est dans une formation BDS, donc je voudrais aussi faire un lien avec BDS et ce qui se passe justement dans tous les pays occidentaux par rapport à BDS, où là qui est quand même assez flagrant. La question aussi c'est intégrer cet élément-là dans ton élément de réponse. C'est pourquoi, alors qu'on a entendu très récemment là en Israël
une conférence où on parle même ouvertement d'élimination ciblée de membres de BDS. On se dit, enfin voilà, quelque chose qui est dit comme ça publiquement, ouvertement, dans un pays qu'on soutient de manière aussi inconditionnelle. Comment un gouvernement de droite, d'extrême droite, aussi antidémocratique, peut être soutenu par des puissances qui se disent, voilà, justement, démocratiques, et voilà, faire aussi ce lien avec BDS, pourquoi il y a un renversement comme ça, aussi fort et visible maintenant, en fait. Olivia. Oui, moi j'aimerais, si tu pouvais développer, je ne sais pas si tu t'es intéressé à la question, par exemple, finalement l'écrasement du soulèvement palestinien en 1937. Si tu l'as analysé du point de vue de l'organisation même des Palestiniens. Je pense que c'est intéressant parce que peut-être des mêmes faiblesses ou même des dysfonctionnements sont encore toujours à l'œuvre, qui sont liés à la structure sociale, politique, à la structuration de la société palestinienne. Des éléments de réponse et puis après on relancera. Ouais, alors il y a plusieurs trucs sur 36 et tout ça. Moi, je ne suis pas spécialiste du soulèvement de 36, mais de ce que je sais, de ce que j'en ai lu, retenu, c'est que disons que c'est la première expression politique d'un nationalisme palestinien structuré à l'échelle, en tout cas, de la Palestine. Les revendications sont simples. Les revendications, c'est la fin des achats de terre et la fin de la colonisation sioniste. Voilà. Et donc ça s'adresse simultanément, finalement, aux autorités britanniques qui encadrent gentiment tout ça et au mouvement sioniste lui-même. Et ce qui se passait à l'époque, ce qui se passait dans les années 20, dans les années 30, c'est que les Britanniques, déclaration de Balfour, etc., avaient plus qu'une bienveillance, on va dire, vis-à-vis des colons sionistes sur place, et qu'ils jouaient un rôle, notamment l'armée, on va dire, d'appui à la politique de conquête de terre par le rachat. Parce que c'est une chose d'être l'agence juive, d'acheter des terres à un type qui habite en Irak et de dire bon bah voilà maintenant c'est à nous. C'est autre chose d'aller s'installer sur la terre, de virer les fermiers palestiniens et de construire toi ton petit kibbutz, le socialisme dans une seule ethnie quoi. Et donc voilà, et donc l'appui c'est un appui militaire pour aider à ça. Et donc c'est contre ça que les Palestiniens vont se soulever. Et le rôle que vont jouer les milices sionistes à ce moment-là va au-delà de la seule autodéfense de ce qu'eux avaient. C'est-à-dire que c'est un appui vraiment aux Britanniques dans l'écrasement du soulèvement, qui au départ, en 1936, c'est un soulèvement qui est... Il y a un parti communiste très fort en Palestine dans les années 20, les années 30. Le parti communiste va petit à petit s'écrouler à partir notamment politiquement. Après, il va exister pendant des décennies, mais il va y avoir un tournant politique en 1947, parce que le parti communiste palestinien accepte le partage. C'est le seul parti palestinien qui accepte le partage, c'est le parti communiste. Parce que l'Union soviétique a dit on accepte le partage. Et qu'à l'époque, quand même, c'était à Moscou que ça se décidait, y compris pour le Parti communiste palestinien. Quoi. Voilà, c'est un élément à avoir en tête. C'était pas le cas jusqu'en 1947. Parce que ce qui se passe à partir de 1947, c'est que le Parti communiste palestinien, qui regroupait des juifs et des arabes, va se séparer en deux, en 1947. À partir de la reconnaissance du partage. Il y aura un parti communiste en Israël et il y aura un parti communiste qui s'appelle jordanien de l'autre côté, qui inclut la Cisjordanie et la Jordanie. Et donc, bon, le soulèvement de 1936,
c'est dans un moment où il y a le développement d'organisations syndicales, d'organisations ouvrières, autour notamment du Parti communiste. Voilà. Et donc ça va être quelque chose d'assez structuré, mais comme une société de ce type-là peut être structurée. C'est-à-dire que la société palestinienne, et ça veut pas dire que c'est pas, on va dire, politiquement développé, mais la société palestinienne reste très structurée autour des clans, les familles, les grandes familles de marchands, les grandes familles de propriétaires terriens, etc. Donc on est à la combinaison des deux. Entre l'existence d'un mouvement de gauche progressiste, etc., et la structure sociale traditionnelle de la région, quoi. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Enfin, la deuxième est toujours là, la première moins. Mais voilà, la deuxième est toujours là. Et donc, voilà, c'est ça qui explique finalement la force et la faiblesse aussi du soulèvement de 1936. C'est que autant les organisations ouvrières, syndicales, etc., peuvent jouer un rôle unificateur et peuvent jouer un rôle d'essayer de faire que les choses durent, autant les logiques de grandes familles, etc., sont souvent des choses qui participent de la division. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si tu peux avoir une espèce d'enthousiasme, entre guillemets, national qui tu vas avoir aussi des rivalités internes entre les clans. Et tu as les clans de Jérusalem, les clans de Naplouse, les clans d'Hébron, c'est pas les mêmes. Ils sont en concurrence économique, donc ils sont en concurrence politique aussi. Et ça va participer de l'affaiblissement du soulèvement. Et finalement, le choix comme d'habitude, le choix de la militarisation par les Britanniques et les milices sionistes va conduire à une militarisation aussi côté palestinien. Et donc dans les années, autant le soulèvement de 1936, c'est un soulèvement massif, etc., avec grève générale et constitution de cellules d'autodéfense, parce que bon, c'est de ça dont on parle aussi, quoi. Autant à partir de la fin de l'année 36 et les années 37, 38, 39, c'est des cellules de guérilla qui se développent avec des combats qui vont durer pendant 2-3 ans. Voilà, mais il y a un passage à la guérilla armée qui va pouvoir, entre guillemets, être écrasée aussi parce que du côté palestinien et du côté des grandes familles et des grands clans, le bordel, ça va 5 minutes, mais pas trop longtemps. Parce que quand tu as fondé ta fortune sur les importations, le commerce, etc., l'instabilité politique qui dure 3 ans, c'est pas possible, quoi. Donc il va y avoir petit à petit une marginalisation, un isolement des cellules de guérilla palestiniennes. Et je disais, les parallèles, les trucs qu'on peut en retenir, bien évidemment que c'est des choses qu'on continue d'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va dire, les intérêts de classe, les intérêts qui se croisent, mais pas complètement, parce qu'il y a toujours des petites nuances, mais les intérêts de clan et les intérêts politiques généraux de la population, par moments peuvent se retrouver ensemble. Mais c'est des moments très éphémères. C'est-à-dire que quand la politique, l'économie et la lutte des classes reprend ses droits, hop là, ça se défait assez facilement. Et c'est quelque chose que l'État d'Israël a toujours compris. L'État d'Israël a toujours eu une politique, sauf dans ces moments où tout le monde finalement quasiment se rejoint, mais a toujours eu une politique de recherche d'alliés, de recherche d'alliances, de faire émerger les uns, jouer les uns contre les autres. Ils ont très bien fait ça avec les clans, les différents clans palestiniens. Les Jordaniens faisaient pareil avec les clans de Cisjordanie. Un coup tu soutiens les uns, un coup tu soutiens les autres, etc. Les Israéliens ont même au début des années 80, essayé de faire émerger leur propre organisation politique palestinienne. C'était les ligues de village. C'est pas un hasard, c'était les ligues de village. C'est-à-dire on voulait s'appuyer sur les structures familiales, claniques, locales. Voilà. Et quand on regarde le paysage, mais ça on y reviendra plutôt cet après-midi, mais bon, je peux faire du teasing, quoi. Mais globalement, quand on regarde le paysage politique palestinien aujourd'hui, et, enfin, quand on regarde son évolution récente, etc., on se rend compte qu'il y a toujours des tendances récurrentes, quoi. Et c'est pas lié
à une, comment dire, ni à une spécificité palestinienne, parce que c'est des trucs qu'on retrouve dans toute la région, ni à la seule responsabilité de la société palestinienne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on t'enferme dans des trucs minuscules, c'est pas étonnant que tu n'aies pas des structures nationales. Voilà, nous on vit dans un pays où a priori on peut se réunir, on peut se voir, on peut se rencontrer, on peut se mettre d'accord sur des trucs, voilà. Et c'est assez compliqué de construire des partis politiques. Alors imaginez si en plus on vivait chacun dans des villes entourées par des murs, et si jamais on se réunit à plus de 10, voilà quoi. Bon. Et donc c'est des tendances qu'on retrouve aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond. Et toujours sur la période, voilà, l'échec du mouvement ouvrier finalement, l'avènement du sionisme, c'est un échec du mouvement ouvrier, évidemment, parce que même si le sionisme se revendique comme étant, à la base en tout cas, les travaillistes, ils se revendiquent comme étant socialistes, quoi. Voilà, c'est de fait. C'est un échec du mouvement ouvrier. Alors, c'est un échec du mouvement ouvrier à plusieurs niveaux. C'est un échec du mouvement ouvrier dans la lutte contre l'antisémitisme, déjà. Et je pense que c'est là qu'il est l'essentiel. Dans la lutte contre l'antisémitisme, dans les pays d'Europe orientale, mais surtout dans la lutte contre la montée du nazisme, quoi. La tragédie historique de ce qui s'est passé en Allemagne. Voilà, en ce sens-là, c'est un échec massif du mouvement ouvrier. C'est un échec du mouvement ouvrier dans finalement comment dire, la difficulté à aussi comment dire, avoir été capable d'avoir une politique dans cette région, parce qu'au bout d'un moment le bilan des courants du mouvement ouvrier international dans cette région du monde n'est pas glorieux, quoi. Voilà, au-delà de la Palestine et d'Israël. C'est quand même assez catastrophique. Et de nouveau, c'est pas que de la responsabilité des organisations du mouvement ouvrier qui ont été ciblées, écrasées, etc. Mais c'est le Parti communiste, quand en 1947 il décide de reconnaître la partition, etc., ça va avoir des répercussions dans tout le monde arabe, sur tous les partis communistes, qui vont être très déconsidérés à cause de cette décision-là. Beaucoup plus, c'est un truc qu'on oublie, que par exemple la guerre d'Afghanistan, quand les soviétiques rentrent en Afghanistan, c'est un truc, ça va être terrible pour les partis communistes dans le monde arabe, parce que voilà, les communistes envahissent un pays musulman, quoi. C'est vécu comme ça. Mais la position de 47 est un truc pareil, qui marque durablement le rapport des populations de la région. Les communistes sont ceux qui ont accepté la partition. Enfin, communistes, on se comprend. Il y avait des communistes un peu plus authentiques qui n'ont pas eu la même position. Je pense les textes d'Ernest Mandel en 1947, les thèses sur la Palestine, Ernest Mandel qui était dirigeant de la 4e internationale, donc trotskiste, c'est quand même autre chose, quoi. Dire, quand on lit ces textes-là, je pourrais les mettre dans la bibliographie, voilà, il y a une compréhension de ce qui est en train de se passer. Voilà, les textes d'Abraham Léon dans les années 30, qui était lui aussi un militant du trotskisme, voilà, sur le développement du sionisme. C'est un livre qui s'appelle La conception matérialiste de la question juive, qui est une analyse ultra lucide de ce qu'est le sionisme, de ce qui va devenir, etc. Enfin bon, voilà, donc c'est aussi, oui, le produit des échecs, et ça se paye encore aujourd'hui. Ça se paye encore aujourd'hui là-bas. Alors, sur les questions de soutien et tout ça, là, je vais essayer de faire un truc un peu général. Moi, j'ai insisté là-dessus, c'est vraiment pour qu'on ait toujours ça à l'esprit. C'est la politique étrangère des grandes puissances, elle est conduite en fonction de ce que les grandes puissances estiment être leurs intérêts. Ça n'existe pas des pays, des vieux impérialismes comme la France ou la Grande-Bretagne, ou des gros impérialismes comme les États-Unis. Ça n'existe pas des gouvernements qui se disent « Bon, on va prendre une décision, c'est contraire à nos intérêts, mais par contre, ça va aider notre allié. » Voilà, ça n'existe pas. Ils peuvent se tromper.
croire qu'un truc va être favorable à leurs intérêts. Mais quand ils décident quelque chose, ils pensent toujours que ça va être favorable à leurs intérêts. Quand les Britanniques soutiennent au moment de la déclaration de Balfour, ils ne savent pas qu'en 1946, peut-être qu'une partie des mecs qui ont voté pour, en fait, vont sauter dans un hôtel, quoi. Ça, ils ne peuvent pas le savoir. Quand les États-Unis sont très frileux, les États-Unis étaient très frileux entre 1947 et 1967 sur Israël. Enfin, je veux dire, en 1956, quand Israël, les Français et les Britanniques sautent sur le canal de Suez parce que Nasser a osé le nationaliser, c'est les États-Unis qui notamment disent à Israël, vous dégagez d'ici. Voilà, et c'est 1967 et la guerre de 67 finalement, et la victoire de l'État d'Israël qui va convaincre les États-Unis que Israël c'est une bonne carte dans la région. C'est une bonne carte parce que ils ont quand même écrasé une bonne partie du nationalisme arabe, bon voilà, on peut s'entendre avec ces gens-là, vu que visiblement ils ont le même kit d'ennemis, d'adversaires que nous. Donc c'est toujours très pragmatique, c'est pas toujours très malin, mais c'est toujours très pragmatique. Et surtout, alors moi c'est un truc que je dis souvent dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, ils soutiennent Israël alors qu'Israël fait des trucs horribles, machin, etc. Et vous avez vu les autres pays qui le soutiennent. Enfin, je veux dire, l'histoire des pays impérialistes et des États qui les ont soutenus ou des régimes qui les ont soutenus, ils n'ont jamais eu de problème à soutenir les pires ordures du monde, quoi. Et aujourd'hui encore, dire quand les États-Unis ou la France qui ont des partenariats avec l'Arabie, je veux dire, c'est pas pour exonérer l'État d'Israël, mais en termes de pratiques politiques quotidiennes, voilà, quand les États-Unis soutiennent Pinochet, ou quand, enfin, je veux dire, ils n'ont jamais eu de problème avec ça, et donc finalement, c'est important, nous, dans le travail de propagande politique qu'on peut faire, de dénoncer l'État d'Israël et d'avancer des arguments entre guillemets moraux, de dire à nos pays mais comment vous pouvez soutenir, etc. Mais c'est de la propagande, parce qu'on pourrait dire la même chose sur et pourquoi vous avez des liens avec la Chine, avec la Russie, avec les Saoudiens, avec machin, avec trucs, qui sont... Enfin, voilà, l'État d'Israël a une spécificité dans sa politique, apartheid, machin, colonisation et tout, mais pour moi ça les rend pas pires, entre guillemets, s'il y a une échelle de classement possible, ça les rend pas pires que les Russes, la Russie, enfin on se comprend, que l'Arabie Saoudite, que Bachar al-Assad, que, enfin bon, dire des crapules qui sont soutenus par nos États, il y en a quand même beaucoup. Voilà, et du coup je viens sur pourquoi aujourd'hui continuer de soutenir l'État d'Israël. Et comment dire, si vous regardez aux États-Unis, c'est quand même un peu plus compliqué que ça a pu l'être il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu un vrai bouger de la part de l'administration. Ça se fait jamais de manière brutale. C'est une alliance, c'est une vieille alliance, mais elle n'est pas si vieille que ça. Voilà, elle n'est pas si vieille que ça, c'est 50 ans. Globalement l'alliance Israël-États-Unis, où il y a eu des moments un peu de friction. On est dans un moment qui dure depuis quelques temps quand même, là. On est dans un moment où de plus en plus aux États-Unis, y compris dans les hautes sphères de l'administration, l'idée selon laquelle non pas il faut rompre avec Israël, mais l'idée selon laquelle il faut arrêter d'avoir un partenariat privilégié, exclusif et inconditionnel avec l'État d'Israël, a fait son chemin. Voilà, par rapport au... Voilà, j'allais y venir justement. Par rapport au début des années 2000 et l'alignement total entre Bush et Sharon, quoi. Où là, enfin, franchement, si tu fermais les yeux, tu savais plus lequel parlait, quoi. Entre ce moment-là et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Et l'expression de ce truc-là, c'est effectivement l'accord sur le nucléaire iranien. Dire quand les États-Unis signent l'accord avec l'Iran sur la question du nucléaire en Israël, mais ça hurle, quoi, parce qu'ils comprennent ce qui se passe. Ils sont pas cons, les Israéliens. Ils ont compris ce qui se passait. Ils ont compris que globalement, c'est après la guerre d'Irak en 2003-2004. Et la catastrophe de la guerre d'Irak, où va y avoir un bouger qui commence dans l'administration aux États-Unis. Et ça se manifeste de plusieurs façons. Moi, je me souviens d'un bouquin qui était sorti, qui avait fait un peu de bruit
enfin 2 bouquins. Le livre de Mearsheimer et Walls, qui s'appelle « Le lobby pro-Israël et la politique étrangère des États-Unis », qui est sorti, je ne sais plus, 2006, 2007, 2008, enfin je ne voudrais pas dire, enfin bon, bref, dans ces eaux-là, entre 2005 et 2010, quoi. C'est un livre qui est écrit par 2 universitaires conservateurs, voilà, c'est pas des gauchistes, quoi. Et c'est un livre qui dit, il faut que, enfin, qui dit un truc qui, moi, me va pas, il y a très une surestimation de le lobby pro-Israël et son poids aux États-Unis et tout. Moi, je trouve qu'ils en font un peu des caisses, mais c'est pas grave. Mais ce qui est important dans le livre, par contre, c'est se développe l'argument chez des conservateurs de dire il faut qu'on arrête de s'aligner systématiquement sur Israël parce que c'est pas bon pour les États-Unis. Dire c'est pas du tout les Palestiniens quand même ils en chient. Non, c'est pas bon pour les États-Unis de s'aligner systématiquement sur Israël. Voilà. Et ça, l'argument est de plus en plus entendu. Et vous avez un autre livre d'un type qui s'appelle Robert Baer. Le titre c'est Iran, l'irrésistible ascension. Robert Baer, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu le film Syriana avec Matt Damon, c'est un excellent film sur les services américains dans la région et tout. Matt Damon joue le rôle de Robert Baer, qui était le directeur d'antenne de la CIA pour le Moyen-Orient. Directeur d'antenne de la CIA pour le Moyen-Orient, le gars écrit un livre qui s'appelle Iran, l'irrésistible ascension. Et là, on est en 2009. Il écrit un livre dans lequel il dit si les États-Unis veulent continuer d'être influents au Moyen-Orient, il va falloir qu'ils se réconcilient avec l'Iran, même si ça passe par une grosse fâcherie avec l'État d'Israël. Voilà, ils le disent clairement. Et parce que c'est des types de terrain qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent ce qui se passe en Irak, que si tu n'es pas copain avec les Iraniens, tu peux rien faire en Irak, qui comprennent ce qui peut se passer dans d'autres pays. Et avec les évolutions, ça va m'amener sur pourquoi ils n'essayent pas de régler la question palestinienne aujourd'hui. Mais avec les évolutions régionales aujourd'hui, enfin, je veux dire, il faut être Neuneu ou Laurent Fabius pour ne pas comprendre que l'acteur clé pour quiconque veut avoir de l'influence dans la région, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Pour la Syrie, pour l'Irak, c'est l'Iran. Et voilà, ça les Américains ils l'ont compris. Donc ils ont signé le deal sur le nucléaire iranien. Voilà. Et Israël. Voilà. Et nous, voilà. Non, mais je vais venir à la France parce que c'est important. Et comment dire, c'est une démonstration supplémentaire de. Enfin, même par exemple ce qui se passe en Syrie. On ne va pas rentrer dans le détail de ce qui se passe en Syrie, mais je veux dire, en Syrie, les États-Unis savent parfaitement qu'il ne faut pas qu'ils rentrent en confrontation militaire directe avec les Iraniens. Voilà, le problème est limite même pas tant les Russes, c'est les Iraniens. Parce qu'ils sont là et parce que c'est entre guillemets l'avenir de la région. Et c'est la démonstration pour moi que les âneries dangereuses que peuvent raconter certains courants politiques, et je pense à Soral et des gens comme ça, qui t'expliquent que c'est l'État d'Israël qui fait la politique étrangère des États-Unis, et genre l'Iran c'est l'axe de la résistance. Là, ces derniers temps, on les a pas beaucoup entendus sur le nucléaire iranien, parce que la résistance, elle a quand même fait un sacré deal avec l'impérialisme, et moi je ne comprends plus, quoi. Voilà, c'est que ces gens-là, quand il faut s'entendre, ils arrivent à s'entendre. Et la France, pour le coup, a fait un autre choix, politique, qui est finalement ils ont compris que les choses étaient en train de bouger. Ils reconstruisent un système d'alliance aussi dans la région, la France, parce que la région change, parce qu'on a perdu des alliés. Et la France, en fait, est en train de construire un système d'alliance avec les alliés traditionnels des États-Unis. Parce que le bouger des États-Unis vers l'Iran libère de l'espace, et la France espère remplacer finalement, à son petit niveau, ils ne se prennent pas non plus pour... voilà, mais espère remplacer les États-Unis. On se rapproche de qui? Des Saoudiens, d'Israël et de l'Égypte. C'est le triangle traditionnel depuis 50 ans des Américains dans la région. L'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël. La France, voilà, on vend des armes à Sisi, on vend des armes aux Saoudiens, on l'invite, on lui donne des légions d'honneur, machin, etc. Et le rapprochement aussi avec l'État d'Israël, qui est quand même ces derniers temps. Et les histoires de BDS et la répression contre BDS, la répression contre les manifestations et tout, moi j'insiste sur le fait que ce sont tout autant des décisions de politique intérieure que des décisions de politique étrangère.
c'est important d'avoir ça à l'esprit. L'interdiction des manifestations sur Gaza à l'été 2014, le discours de Valls devant l'hypercacher où il dit l'antisionisme, c'est l'antisémitisme, etc. Quand il fait ça, il envoie une carte postale à Benjamin Netanyahou. Clairement, voilà. Cher Benjamin, je suis à l'hypercacher, je pense à toi. Voilà, nous sommes amis, nous sommes alliés. Vraiment, c'est important. La répression contre BDS, c'est pas parce que le gouvernement français pense que le mouvement BDS va faire tomber le gouvernement français. En vrai, c'est pas qu'ils s'en foutent de nous, mais je veux dire, on n'est pas un gros danger quand même pour eux. Par contre, c'est important symboliquement vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du gouvernement israélien de faire la démonstration que nous, ceux qui n'aiment pas Israël, eh ben, on s'en occupe chez nous, quoi. C'est une démonstration symbolique vis-à-vis du gouvernement dans le cadre de la reconstruction des alliances. Et du coup, ça m'amène à la dernière, je crois. C'est pourquoi ils n'essayent pas de pacifier aujourd'hui tout ça. Mais parce qu'aujourd'hui, le problème de la région n'est pas là. Tout simplement. Le problème de la région moyen-orientale, le nœud du problème, bah, c'est pas la Palestine. Voilà, c'est pas la Palestine. Si au début des années 90, enfin fin des années 80, début des années 90, il y a un enjeu particulier autour de la question palestinienne, c'est parce qu'il y a un soulèvement en Palestine. Si au début des années 2000, de nouveau, George Bush, machin, enfin avant c'était le père, après c'est le fils, fait des discours sur oui, il y aura un État palestinien, machin, c'est parce qu'il y a un soulèvement en Palestine. Je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas de soulèvement, à partir du moment où il n'y a pas de déstabilisation à l'intérieur même de cette zone-là, eh ben, ils s'en foutent complètement. Et vu la tronche de la région aujourd'hui, ils ont d'autres chats à fouetter quand même. Dire entre la Syrie, l'Égypte, la Libye si tu vas un peu plus loin, la situation des réfugiés, la Jordanie, le Liban, Hollande il est au Liban aujourd'hui, c'est pas pour rien, l'Égypte, bon, dire la Palestine à côté de ça c'est peanuts quoi. Et donc aujourd'hui c'est pas là qu'est le curseur, du tout. Moi je me suis fadé là, c'est super bien. Non, j'aurais pas dû dire fadé. J'ai lu le dernier livre d'Hillary Clinton. Ouais, on ne le mettra pas dans la bibliographie. Le dernier livre d'Hillary Clinton, qui est un espèce d'énorme pavé où elle raconte son expérience de secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. La Palestine, ces dernières années, la question palestinienne, ça a disparu des radars pour eux. Les seuls moments où ça réapparaît, c'est quand il y a Gaza et que les autres se font voilà, et donc t'interviens, t'appelles les Égyptiens, tu dis vous pouvez pas filer un coup de main et tout, mais eux ce qui les préoccupe c'est l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Libye, voilà, ce qui ne veut pas dire que la question palestinienne ne peut pas se réinviter, mais dans le contexte actuel c'est vraiment très très loin d'être une préoccupation pour eux, ce qui ne veut pas dire, et je voulais finir parce que ça me paraît un peu synthétiser aussi ces choses-là, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en train d'assister à quelque chose d'assez particulier. Pour moi, finalement, ce qui s'est passé avec le mouvement sioniste et les Britanniques en 45, 46, 47 peut se reproduire, pas de la même façon, mais peut se reproduire, vu qui est à la direction de l'État d'Israël aujourd'hui, il peut y avoir des tentations de rupture avec le parrain traditionnel et de recherche d'un autre parrain. Quand on voit la tronche du gouvernement israélien aujourd'hui, on se dit que c'est des gens qui peuvent tout à fait considérer que faut se rapprocher, j'en sais rien, des Russes, faut se rapprocher des Chinois, des Français, etc. De quoi ils ont besoin, Israël? Ils ont besoin de quelqu'un qui leur vend des armes, qui a un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui a une influence diplomatique régionale. C'est ça dont ils ont besoin. Et moi, je ne crois pas, oui, j'avais oublié ça, mais je ne crois pas aux histoires de soutien pour des raisons religieuses, ou soutien pour... etc. Parce que ça peut être un facteur explicatif, on va dire collatéral pour des minorités, etc. Je veux dire, les mêmes peuvent tout à fait soutenir l'Arabie Saoudite, l'État d'Israël, Bachar al-Assad, qui soi-disant est laïque.
Voilà, donc le truc religieux peut servir, on va dire, de facteur de mobilisation au-delà des rangs de du strict noyau central, quoi, de l'administration états-unienne ou du lobby pro-Israël. Tu peux faire venir des gens à toi en disant oui, mais quand même, c'est important dans ta religion, il faut soutenir, il faut aider. De même que l'identification entre les États-Unis, leur histoire, la conquête, l'extension de la frontière de plus en plus, en neutralisant les méchants autochtones, quoi. C'est un truc qui fait écho à ce qui se passe en Israël et qui explique pourquoi il y a une partie qui adhère, parce qu'ils se reconnaissent. Voilà, ils se reconnaissent dans cette histoire. Des Blancs qui arrivent quelque part, qui nettoient les autres et qui repoussent la frontière de plus en plus, bon, c'est l'histoire des États-Unis. Donc voilà, il y a une reconnaissance directe ou indirecte. Mais le nœud et le cœur du problème restent les mêmes. Est-ce que c'est dans les intérêts ou pas du pays, dans ses intérêts diplomatiques et économiques, quoi. Et c'est à ça que ça sert aussi BDS. C'est qu'au bout d'un moment, c'est de faire que ça coûte plus cher que ça ne rapporte de soutenir l'État d'Israël. Et c'est pas un petit détail, quoi. Alors il y avait Olivia, oui, et puis après c'est l'autre personne. Il faut rebondir exactement sur ce point-là. Il n'y a pas que les intérêts, la définition des intérêts de la nation dépend aussi de la conquête du pouvoir dans chaque pays et de gagner les élections. Donc tu as certainement lu le discours de Hillary Clinton à l'AIPAC. Voilà, écoute, certes Obama a signé un traité avec l'Iran, mais le prix pour pacifier la colère des Israéliens, on le voit bien dans le discours, c'est renforcer, enfin au moins dans les mots, mais je pense que les actes vont suivre, l'alliance avec Israël. Et ça veut dire, ça sera peut-être plus 3 milliards de dollars d'aide militaire par an, mais 5 milliards de dollars d'aide. C'est énorme pour un pays dont la population juive, si on veut rester sur ces catégories, puisque c'est un régime d'apartheid, est de 6 millions. 5 milliards, c'est 50 milliards sur 10 ans pour un pays de 6 millions seulement. C'est la ville le Grand Paris, enfin plus petit que le Grand Paris. C'est l'engagement d'utiliser le droit de veto au Conseil de sécurité pour bloquer toute condamnation d'Israël. Donc moi je ne vois pas, si tu veux, bon, il y a l'alliance avec l'Iran. La contrepartie, c'est affirmer une alliance encore plus forte avec Israël. Je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Non, mais c'est... moi, je vois bien ce que tu expliques là-dessus, hein, sur le contexte international, et que, effectivement, la situation, je veux dire, au regard de ce qui se passe tout bêtement en Syrie aujourd'hui, ou en Libye, l'affaire palestinienne peut être momentanément quelque chose de totalement secondaire dans les préoccupations. Après, l'interrogation, c'est est-ce que, je veux dire, sur justement une situation qui est beaucoup plus longue d'un point de vue d'un conflit historique, etc., est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir aussi quand même un intérêt? J'entends tout, je veux dire, ça ne change pas comme ça, etc., mais y compris par rapport à ce qui se passe en Europe, par rapport au fait qu'il y a ici toutes sortes de mélanges de populations qui sont issues des pays arabes, de l'immigration, etc., de dire il pourrait y avoir une stabilisation nécessaire. Et ça, politiquement, aujourd'hui, qu'il y ait des choses qui passent par l'Iran, sans doute, mais ça n'a... Je veux dire, le temps que ça ait des influences, y compris sur ce qui se passe aujourd'hui, et c'est vrai que la politique française que tu as décrite, et je partage la description, je veux dire, c'est d'introduire des politiques de tension considérables ici. Il me semble qu'effectivement, l'intérêt stratégique des pays se complète quand même aussi de, je dirais, l'intérêt de survie et de développement des pouvoirs ou des classes en place partout. Et donc, du coup, les intérêts exprimés et manifestés par les dirigeants d'un pays comme la France ou comme partout sont dépendants aussi d'une observations d'une dégradation et d'une radicalisation des pouvoirs
qui s'appellent démocratiques ou pas, qui ont tendance actuellement à chercher à régir la planète. Et là, du coup, on se retrouve à un autre niveau, je dirais, de grille de choix stratégiques et des ennemis qui sont un peu différents, parce qu'au sein même de chaque pays, on se retrouve dans une situation où les aspects totalitaires ont tendance à progresser davantage, et donc des situations d'opposition entre les peuples et puis les pouvoirs dirigeants. Donc ces aspects-là, à mon avis, sont importants. Est-ce qu'il y a d'autres... Sur les questions de politique étrangère, à peu près. Il y a assez peu de nuances quand même. Donc c'est pas un débat, c'est pas un enjeu dans les discussions, dans les campagnes électorales, etc. Jamais de la politique étrangère. Tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout pas, mais c'est pas des trucs qui sont clivants, et ça n'a jamais été considéré. Enfin, je crois en tout cas, depuis l'Algérie, en tout cas, ça n'a jamais été considéré dans le champ politique français comme étant un élément important à tenir en compte quand tu penses à ton électorat. Voilà, c'est un truc. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Aux États-Unis, il y a une histoire, une tradition, mais qui est liée aussi au fait que les États-Unis, ils interviennent partout dans le monde, donc forcément, ça a des répercussions à l'intérieur. Mais aux États-Unis, c'est pas pareil. C'est dans le débat politique, et notamment depuis le Vietnam. Mais bon, il y a quand même, voilà, les guerres du Golfe, machin. On sait que c'est des trucs. La guerre d'Irak, ça a été un moment de débat politique très très fort aux États-Unis. En France, il n'y a pas eu de débat. On était contre la guerre des Américains, quoi. Même la guerre en Syrie, ça a fait l'objet d'un débat qui n'est pas fini aux États-Unis, y compris dans l'administration Obama. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. L'intervention française en Syrie, vous en avez entendu parler, vous. La Libye, pareil, enfin, etc. Je dis ça parce que c'est un truc, mais qui est une, comment dire, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit quand on milite en France. Et c'est-à-dire, moi j'ai toujours été très sceptique, et c'est pas pour... Enfin, moi ça fait 15 ans que je milite sur la Palestine, et je vais continuer, mais j'ai toujours été très sceptique sur les discours de il faut mettre la Palestine au cœur du débat politique, au cœur des prochaines élections, etc. Ça n'arrivera pas. Voilà, ça n'arrivera pas. C'est pas grave, mais il faut se le dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on va. Ça n'arrivera pas. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui politiquement est important. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit penser comme quelque chose de spécifique, mais s'inscrivant dans des combats plus généraux. Voilà, sur les questions de discrimination, sur les questions de répression politique, sur les questions de politique étrangère en général. Mais la question palestinienne elle-même, même si on doit continuer de faire ce qu'on fait et le faire de mieux en mieux et le faire de plus en plus, il ne faut pas se leurrer. C'est pas un truc qui à un moment donné va être au cœur du débat et on va obliger machin à se positionner ou quoi ou qu'est-ce. Non, ça n'arrivera pas. Mais par contre, moi je suis d'accord pour dire que c'est pas parce que ça a disparu des écrans radars maintenant que ça peut pas revenir, y compris pour des raisons de politique intérieure. Ça il n'y a pas de problème. Parce que en fait ça peut entre guillemets revenir, et c'est là où je tiens à mon histoire de sionisme, impérialisme, rencontre, et les Palestiniens finalement c'est un dommage collatéral de tout ça. C'est que ça peut revenir dans le débat public en questionnant la politique française vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire indépendamment presque de est-ce que les Palestiniens se soulèvent ou pas, est-ce que ceci, est-ce que ça, mais la construction d'une alliance privilégiée de la France avec l'État d'Israël peut devenir, ça pour le coup, un objet de discussion politique important. Pas central, pas... voilà, parce que ça reste de la politique étrangère, mais ça peut être quelque chose. Et pour nous, c'est pareil. Parler d'Israël, parler de la situation des Palestiniens, tout ça, c'est pareil. Alors, c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Parce que construire une alliance avec l'État d'Israël, indépendamment du sort des Palestiniens, c'est quelque chose qui, politiquement, est hautement problématique. Et qui mériterait d'être interrogé. C'est-à-dire que l'État d'Israël, c'est pas juste l'oppression des Palestiniens.
L'État d'Israël, c'est un État qui est facteur de déstabilisation de toute une région, qui est potentiellement initiateur d'un affrontement plus que comment dire souterrain avec l'Iran. C'est toutes ces choses-là. Et moi, l'Iran, c'est pas mes amis, quoi. Mais savoir que nous, on est en train de faire copain-copain et de prôner des alliances sur le long terme avec un État qui est capable, vu les fous qui les dirigent, de déclencher une guerre contre un pays comme l'Iran, bah voilà, c'est des questions qu'il faut discuter. Je sais pas si c'est clair ce que je dis sur... mais voilà, Israël, ça veut pas dire que les Palestiniens. Et moi, je pense que dans la période actuelle, nous, on a une responsabilité en tant que mouvement de solidarité avec la Palestine de soutenir la population palestinienne, parler de la Palestine, etc. Mais c'est pas un hasard si, par exemple, au moment de la guerre, quand Israël a bombardé le Liban à l'été 2006, c'est le mouvement de solidarité avec la Palestine qui a pris en charge les mobilisations sur le Liban. Ce qui est bizarre, en fait, quand on y pense, dans l'absolu. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec les Palestiniens. Mais non, mais parce que là, c'était Israël. Et je pense que c'est un truc qu'on mesure pas forcément assez. C'est qu'on n'est pas... Enfin, la solidarité avec les Palestiniens, c'est pas le strict équivalent de la critique de la politique de l'État d'Israël. Et même si, dans les faits, on manifeste contre l'intervention israélienne au Liban, des petits malins, on aurait pu nous demander, mais pourquoi le mouvement de la solidarité avec la Palestine fait ça? Nous, c'est une évidence, mais c'est pas si évident que ça. Deuxième chose sur les États-Unis, les discours devant l'AIPAC, ils passent, ils racontent tous la même chose et c'est la surenchère de qui va faire la plus grande déclaration d'amour à l'État d'Israël, globalement. Moi, je fais vraiment la part des choses entre ce qu'un chef d'État ou un candidat aux États-Unis peut dire devant l'AIPAC et ce qu'il fait vraiment, quoi. Je veux dire, entre dire à l'AIPAC on va filer 5 milliards de dollars à Israël au lieu de 3 et signer l'accord avec l'Iran, enfin, je veux dire, en termes de conséquences politiques concrètes, il n'y a pas photo, quoi. Évidemment qu'Hillary Clinton, elle représente une orientation très pro-Israël, etc. Mais Hillary Clinton, c'est quelqu'un qui a aussi une vision de politique étrangère qui est importante, et qui a une vision globale, pour le coup, qui connaît la région, et qui sait parfaitement qu'il est hors de question pour les États-Unis de reconduire une alliance inconditionnelle avec l'État d'Israël. Le problème d'Israël n'est pas tant de recevoir ces 5 milliards de dollars ou quoi que ce soit. Le problème de l'État d'Israël est de demeurer... le problème vis-à-vis des États-Unis. Et c'est pour ça que ça les a fait hurler, l'accord sur le nucléaire iranien. Ils savent bien que les Iraniens ne vont pas les attaquer. En Iran, ils sont moins fous en Israël, pour le coup. Ils font de la politique, quoi. Bref. Ça pourrait être coupé au montage, ça. Donc, c'est pas que ça tourne. Leur problème à Israël, c'est qu'il faut qu'il soit le partenaire, le seul. Il ne faut pas qu'il y ait de partenaires rivaux, émergents, etc. C'est de dire, soutenir des gens très forts, vraiment, et puis de les lâcher assez brutalement. Voilà, donc il n'arrivera pas à l'État d'Israël ce qui a pu arriver à Saddam Hussein, par exemple. Ça s'est retourné vite sur Saddam Hussein, je rappelle quand même. C'était le meilleur ami au milieu des années 80, et puis au début des années 90, zag. Donc c'est pas la même histoire qu'Israël, mais il faut pas oublier que les États-Unis, c'est pas non plus des gens qui sont très fidèles en amitié, quoi. C'est un pays impérialiste, donc c'est un peu le principe. Et la dernière chose, c'est par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est... Alors ça excède la question palestinienne, mais c'est important de l'avoir à l'esprit quand on fait de la politique dans ce pays, et ça rejoint un peu les questions sur... de comment faire pour mettre la pression sur nos dirigeants politiques, etc. On est quand même en train d'assister depuis quelques années, et ça s'accélère là depuis quelques mois, à l'expression du fait que
je disais, le processus d'Oslo est mort, machin, et personne ne veut l'enterrer. La démocratie parlementaire dans les pays occidentaux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un truc qui globalement est mort, que personne ne veut l'enterrer parce que c'est compliqué à assumer, mais nous sommes de plus en plus dirigés par des gens qui soit ne sont pas élus, soit n'en ont rien à foutre en fait de ce que pensent les gens qui les ont élus, parce que de toute façon les mécanismes de prise de décision démocratique, parlementaire, etc. sont de plus en plus marginalisés, et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer dans notre façon de faire de la politique, mais ça c'est de manière plus générale, mais spécifiquement sur la question palestinienne. C'est-à-dire que de plus en plus, ces gens-là n'en ont rien à carrer des opinions publiques. Ils sont prêts à passer en force sur toute une série de choses, et ça nous pose des problèmes spécifiques à nous aussi, hein, je crois. Parce qu'en vrai, on est majoritaire dans le pays, les gens qui aiment bien les Palestiniens, et on le sait. On est ultra majoritaire. Sauf qu'il y a un gap, quoi. Parce que les Palestiniens, mais du coup ça fera la transition pour cet après-midi, les Palestiniens n'ont jamais fait la démonstration qu'il serait aussi utile à l'impérialisme que peut l'être l'État d'Israël. Et oui, même si c'était le rêve d'Arafat. Bon, bah, merci beaucoup pour cette première partie. Du coup, je vous